Le 26 octobre 1916 est d'apparence un jour comme les autres. À Jarnac, petit village de Charente, personne ne se doutait que la France venait de donner naissance à l'un de ses plus grands serviteurs. Le deuxième enfant d'une fratrie de 8 grandira pendant une majeure partie de son enfance auprès de ses grands-parents, dans sa maison natale. Il y retournera d'ailleurs toute sa vie, comme pour ne jamais oublier d'où il vient. La famille Mitterrand est une famille de droite depuis plusieurs générations, très attachée à leurs convictions politiques. Le jeune François grandit dans un cadre confortable et pétri de valeurs catholiques. Très rapidement, le jeune homme tombe sous le charme de la littérature. Il étudiera et analysera même tout au long de sa vie de nombreux discours de grands hommes, ce qui lui permettra de devenir un excellent orateur. Après avoir passé son bac, il ira faire ses études à Paris, au 104 rue Vaugirard, où il apprendra l'étude du droit et des lettres sous la direction des pères maristes. Il s'amusera même à se vêtir de leurs habits. En parallèle, il suit des études de sciences politiques, d'où il finit par être diplômé en 1937. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes, le jeune François Mitterrand est mobilisé, alors qu'il est en plein dans ses études d'avocat. En juin 1940, il est blessé et devient prisonnier d'un camp de concentration allemand, d'où il s'échappera au bout de la 3e tentative. En revenant en zone libre, Mitterrand cherche à se faire employer au sein du régime de Vichy. Il sera même photographié aux côtés du maréchal Pétain. Il ne le sait pas encore, mais cette même photographie lui portera préjudice des années plus tard. Mais dans le courant de l'année 1942, le jeune vichiste comprend que la volonté de Pétain est de collaborer avec l'ennemi, alors que la plupart des membres du gouvernement y étaient formellement opposés. De ce fait, celui-ci se lance dans la résistance. Il prend alors contact avec les milieux gaullistes de Londres et des résistants locaux. Par la suite, en 1943, Mitterrand doit se réfugier à Londres, puis à Alger, où il rencontrera le général de Gaulle et qui lui laissera un souvenir amer. À la fin de la guerre, François rentre en France et y fera la rencontre de sa future femme, la résistante socialiste Danielle Gouze. Il aura avec elle 3 garçons, Pascal, qui mourra en bas âge, Jean-Christophe et Gilbert. Il amorce par la suite un lent glissement vers la gauche. À partir de 1946, François Mitterrand ne cache plus ses ambitions politiques et devient un socialiste proclamé, mais hostile aux communistes. Mitterrand obtient ainsi son premier poste ministériel en 1947 dans le gouvernement de Paul Ramadier. C'est le début d'une carrière brillante que connaît alors le jeune François, puisqu'il devient successivement ministre des anciens combattants en 1947, ministre de la France d'Outre-mer en 1950, ministre d'État en 1952, ministre d'État délégué au Conseil de l'Europe en 1953, ministre de l'Intérieur en 1954 et enfin ministre de la Justice en 1956. Si sa carrière connaît autant de tourments, c'est à cause des innombrables gouvernements instables que subit la 4ème République. En 1958, l'étoile montante qu'est François Mitterrand doit alors faire face à une menace dangereuse pour son parti de gauche. J'ai nommé le retour du général de Gaulle. Celui-ci appelle à voter non au référendum sur la constitution de la 5ème République. Mais face à la montée en force du gaullisme, Mitterrand est désarmé et perd les élections législatives de 1958. La prise de position de Mitterrand contre l'élection du président de la République au suffrage universel fait de lui le principal opposant du général. Le grand orateur arrive à se faire désigner comme le candidat unique de la gauche aux élections présidentielles de 1965. Mitterrand, alors perçu comme jeune et neuf, doit imposer à De Gaulle un second tour auquel il ne s'y attendait pas. Lorsqu'il va perdre les élections, François Mitterrand ira par la suite servir la mairie de Château-Chinon, dont il aura le privilège jusqu'en 1981. À la suite de la démission de De Gaulle, Mitterrand décide de ne pas se présenter aux élections présidentielles et laisse ainsi la place grande ouverte à Georges Pompidou. L'élection présidentielle de 1974 met aux prises 12 candidats.
À la suite du décès du président de la République Georges Pompidou le 2 avril 1974, des élections présidentielles sont organisées et le candidat Valéry Giscard d'Estaing est élu. Le débat radio-télévisé d'entre-deux tours, systématisé par la suite, restera comme un des temps forts de la campagne. Le 10 mai, plus de 20 millions de téléspectateurs assistent en direct à cette joute devenue culte. Giscard s'y efforce de présenter François Mitterrand comme un homme du passé, un politicien qui a collectionné les ministères pendant la 4ème République. À l'homme qui promet un rassurant changement dans la continuité, le socialiste oppose le bilan du gouvernement dont il est issu. Sur les 2 heures de débat, l'histoire retiendra surtout le bon mot de Valéry Giscard d'Estaing, soucieux d'adoucir son image de technofroid. Vous n'avez pas le monopole du cœur. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Mitterrand, ne maîtrisant pas la télévision, technologie nouvelle à l'époque, ne convainc pas les téléspectateurs. C'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité 3 fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Et dans cette élection présidentielle, si je représente quelque chose, si je crois à quelque chose, c'est à l'avenir de la France. C'est ça qui m'intéresse. L'élection présidentielle de 1981 met aux prises 10 candidats. Valéry Giscard d'Estaing, après un premier mandat, décide de se représenter, mais il n'est pas élu à nouveau président de la République au profit de François Mitterrand. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. C'est avec 51,76% des votes que François Mitterrand accède enfin à l'Élysée, après 16 ans de lutte. « 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail. À tous, je dois, et l'honneur, et la charge des responsabilités qui désormais m'incombent. Elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants pénétrés d'idéal. Il y eut d'abord de 1981 à 1986 de grandes réformes sociétales, comme la fin du délit d'homosexualité ou encore le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse par la sécurité sociale. Enfin, la mesure la plus emblématique sur laquelle le président de la République s'était personnellement engagé pendant la campagne électorale, c'est l'abolition de la peine de mort qui intervient le 9 octobre 1981. Je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois. François Mitterrand fait par ailleurs de la culture une priorité, comme avec la loi sur les radios libres. Puis, c'est l'instauration de l'impôt sur les grandes fortunes, de la semaine de 39 heures, de la 5e semaine de congés payés et de la retraite à 60 ans qui marque son premier mandat. Bien qu'il sache depuis novembre 1981 qu'il est atteint d'un cancer de la prostate, François Mitterrand annonce le 22 mars 1988 sa candidature à l'élection présidentielle pour un second mandat de 7 ans. Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. Après un premier tour où il devance avec 35% des voix ses deux concurrents de droite, Jacques Chirac et Raymond Barre, il est réélu le 8 mai avec 54% des voix contre son premier ministre de cohabitation, Jacques Chirac. Michel Rocard est désigné comme Premier ministre par le président de la République.
Son gouvernement se compose de Pierre Joxe à l'intérieur, de Jean-Pierre Chevènement à la défense, de Lionel Jospin à l'éducation nationale ou encore de Jack Lang à la culture. La Nouvelle-Calédonie redevient le centre des préoccupations politiques. Les violences qui y éclatent sont importantes et pour faire face à ces affrontements, la France propose un référendum relatif à l'article 11 et un scrutin d'autodétermination. Pourtant, la population française ne s'intéressa pas au scrutin et on atteint alors 63% d'abstention. Côté finances, la France crée de nouvelles réformes. Ainsi, le 11 octobre 1988 voit apparaître le SMIC qui garantit un revenu minimum de 2000 francs par mois aux personnes sans ressources. Parallèlement, un programme de réinsertion est mis en place, ne laissant ainsi pas dans la rue des milliers de personnes. Pourtant, le chômage quant à lui se remet à progresser, atteignant des chiffres records. L'impôt de solidarité sur la fortune, qui avait été supprimé par Jacques Chirac, permettra de financer ce projet coûteux. Aussi, en 1991, la contribution sociale généralisée, autrement dit la CSG, est créée afin de financer la sécurité sociale. Si une grande partie des syndicats refusent ce projet, il est adopté par le gouvernement Rocard. Les recettes liées à cette taxe en font le premier impôt direct en France. Entre la souffrance que provoque le cancer et la révélation aux yeux du monde de l'existence de sa fille cachée, Mazarine Pinjot, en novembre 1994, le 4e président de la 5e République a vu son monde s'écrouler. On sait le président très affaibli. Et le 17 mai 1995, il quitte l'Élysée après 14 ans de présidence. François Mitterrand meurt le 8 janvier 1996, laissant derrière lui un peuple en deuil. Il sera inhumé le 11 janvier à Jarnac, dans sa Charente natale. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.